bonsoir à tous. Bonsoir Joël Robuchon. Vous êtes le premier homme que je croise. Avant l'émission, on s'est vu, chez vous d'ailleurs, chez Jamin, dans votre restaurant. Et vous m'avez dit, le Cercle du Minute, une émission qui passe beaucoup trop tôt. J'arrive pas à la... Et ça, vous êtes quand même le premier à me l'avoir dit. Et pour ça, je vous remercie. Parce que vous sortez de vos cuisines vers 2h du matin. Oui, malheureusement. Et on a la faiblesse d'avoir fini. Mais... si la chaîne veut écouter Joël Robuchon, il y a bon espoir qu'on passe encore un peu plus tard. Merci d'avance, je sais que c'est à vous que je le devrais. Photo Hervé Amiard, ce livre absolument superbe, une préface d'Alain Génestat. Et en fait, c'est la reprise de vos chroniques parues dans le Journal du Dimanche. On sait la réussite du Journal du Dimanche sous la direction d'Alain Génestat, qui vous avait demandé de venir faire une chronique. En même temps, je crois qu'il accueillait Françoise Giroud pour sa chronique hebdomadaire sur les livres. Oui, commencer avec Françoise Giroud, vous voyez que c'était pas facile. En plus que je ne suis pas écrivain, je suis cuisinier. À 15 ans, j'étais sur le tas. Et lorsqu'on m'a demandé d'écrire, croyez-moi que c'était vraiment une inquiétude. Et je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, parce que, comme je dis, je ne sais pas écrire. Alors, écrire ce livre, c'est une idée de Alain Génestat, en fin de compte. Et vous savez que pour faire la cuisine, en fin de compte, c'est vrai qu'il faut peut-être le plus important. Ce qui démarque les cuisiniers, c'est peut-être de fixer les parfums et les saveurs. Mais avant tout, c'est le produit. Trouver le meilleur produit possible. Et donc, faire cette idée d'Alain Génestat, de parler du produit, de faire connaître, de revaloriser ce produit. Et c'est vrai, c'est ce qui détermine toute notre cuisine, parce qu'en fin de compte, on fait nos recettes à travers le produit qu'on trouve sur le moment. Et en même temps, vous avez quand même, à votre corps défendant, créé un genre littéraire, parce que de chroniques gastronomiques comme ça, il n'en existait pas. D'abord, vous les avez appuyés sur les saisons, c'est-à-dire vous n'avez parlé des produits qu'au moment où ils étaient disponibles, et vous en avez à la fois, et tous les dimanches, c'était un plaisir de retrouver, à la fois l'histoire du produit, là où on le trouvait, et puis des recettes, ou une recette qui l'illustrait. Oui, je crois que ce qui était intéressant, c'était parler un petit peu de l'historique, et puis j'ai écrit ce que je connaissais, en fin de compte, savoir les tours de main, à quel moment il fallait choisir, comment il fallait le traiter, et puis finir par une recette très simple, je crois, à la portée de tous. Alors vous êtes considéré, je le disais tout à l'heure, comme un des tout premiers cuisiniers français. On dit même que vous êtes un des plus grands cuisiniers du monde. Vous avez eu vos 3 étoiles Michelin en 3 ans, ce qui est, je crois, un record genre Guinness. Vous êtes couvert de médailles de décoration gastronomique, s'entend. Et en 76, vous avez obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Et j'ai le sentiment, en vous écoutant, que c'est peut-être le titre que vous préférez ou qui vous a peut-être le plus touché. Oui, je crois que pour tout travailleur manuel ou gestuel, le titre de meilleur ouvrier de France est vraiment le plus beau titre qu'on puisse obtenir. C'est ce qui concrétise une carrière, la maîtrise d'un ouvrier. Et c'est vrai que ce titre est assez fabuleux parce que d'être jugé par ses pairs, par les meilleurs, je crois que c'est la plus belle récompense que peut avoir un ouvrier manuel. Vous vous sentez plus manuel qu'intellectuel? Parce qu'il y a des cuisiniers, j'ai reçu ici Alain Sandrins, c'est plutôt un intellectuel de la cuisine, bien qu'il mette aussi la main à la pâte, évidemment. Mais vous vous sentez plus manuel, plus artisan, plus... Écoutez, pour être cuisinier, il faut avoir les mains, c'est l'outil du cuisinier, mais il faut avoir la tête, c'est la tête qui agit sur les mains, et c'est la tête et les mains qui font le cuisinier. Donc il faut peut-être avoir la tête aussi qui travaille justement pour faire ses recettes, pour refaire une certaine recherche, retrouver les meilleurs accords dans les mets. Et alors comment comprenez-vous l'unanimité totale qui vous entoure? Enfin, l'unanimité totale, c'est vraiment bravo, c'est de la fatigue. L'unanimité qui vous entoure, parce qu'il y a des grands chefs célébrés, mais il y a toujours une polémique, et vous, rien. C'est-à-dire il y a une sorte d'éloge absolu qui doit être d'ailleurs dangereux. Non, mais vous ne les connaissez peut-être pas, justement. Et puis c'est un petit peu dangereux. Oh, il y en a bien certains, mais vous savez, c'est un petit peu difficile parce que quand vous allez dans un restaurant, quand on revalorise peut-être trop, justement, un restaurateur, quand on arrive, on vient presque, pour certains, chercher le défaut, trouver la faille, qu'est-ce qui ne va pas. Puis vous savez que... Vous sentez comme ça des clients parano qui viennent avec un carnet de notes en disant je vais me le... Mais il y en a, il y a quelques-uns, surtout lorsqu'on a une nouvelle distinction, je ne sais pas moi, 3 étoiles ou 19,5 au Goemio, ou bien classé dans un guide. Aussitôt, on a une nouvelle clientèle, un nouvel apport, et qui viennent pour voir, qui commencent à regarder qu'est-ce qui ne va pas, le détail qu'ils vont trouver. Il y a des gens qui passent, ça c'est drôle, à chaque fois qu'il y a le Michelin avec ses promotions, il y a des gens qui font comme ça le Tour de France pour aller chercher la petite bête et pouvoir écrire au guide. C'est scandaleux. Il y en a certains qui sont bien connus, vous savez, dans la profession. Ouais. Non, je ne sais pas. Ouais. Non, je crois que
en fin de compte, quand on va au restaurant, on y va pour se faire plaisir et que c'est un petit peu regrettable de trouver cette clientèle, mais en fin de compte, justement, c'est peut-être à nous aussi de faire en sorte de pouvoir répondre à toutes ces attentions et justement, ces clients-là, de les contenter. Puis en fin de compte, à la fin du repas, ça se passe en général assez bien. Alors vous disiez tout à l'heure qu'à 15 ans, vous étiez sur le tas, puisque vous étiez apprenti au relais de Poitiers. Et vous y avez nettoyé les légumes et préparé les bouillons, lavé le sol, récuré les casseroles. Et un jour, vous avez dit, une fois que vous avez nettoyé des marmites et des casseroles en cuivre pour quelqu'un d'autre, vous ne traitez plus jamais les ustensiles de cuisine de la même façon. Vous savez, c'est ce qui fait un petit peu la différence. On subit quand on est sur le tas, quand on commence comme ça, très jeune, certaines contraintes. Et c'est vrai, laver la vaisselle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable, mais vous savez qu'on utilise beaucoup de cuivre. Et pour nettoyer le cuivre, il faut du grès, du sel, etc. Et on sait qu'en séchant, il y a toujours une pellicule qui reste. Et le cuisinier qui a fait ça, quand il utilise son matériel, donnera toujours un coup de torchon dedans, l'essuiera. Par contre, qui a été formé à l'école, l'oubliera et peut-être c'est ce qui fait la différence. On trouve des petits détails comme ça qui se rajoutent et c'est ce qui se retrouve à la fin. Et avant d'avoir été apprenti, vous avez été au séminaire. Vous êtes d'origine prêtevine et vous vous destiniez... pas la même vocation. Non, vous vous destiniez à la prêtrise et vous rêviez aussi d'être architecte. Enfin, il y avait deux désirs concurrents. Oui, mais je crois que c'est le séminaire qui a déterminé quand même ma profession parce que c'est vrai qu'à 15 ans, il y avait un petit peu un côté affectif qui manquait. Vous savez, d'être au séminaire, il y a également là aussi des contraintes. Il fallait se lever tôt, il y avait la prière, c'était des journées assez longues, assez isolées. Et au moment des repas, c'était un peu la lecture, c'était un petit peu la corvée. Au moment des repas, c'était tellement dégueulasse que je me suis dit, je vais être cuisinier plus tard. Non, mais c'était d'aller aider les religieuses à faire la cuisine. Et vraiment, là, c'était la détente. Et lorsqu'il a fallu que je trouve une profession, j'ai dit, je vais faire la cuisine. Au moins là, c'est la détente. Et la cuisine de séminaire, vous vous souvenez de ce qu'elle était? Oui, c'était la cuisine de collectivité, mais faite par des religieuses qui traitaient, elles, déjà à l'époque, des produits et qu'en fin de compte, la cuisine n'était pas mauvaise. Parce vous que y étiez dans les cuisines du séminaire? De temps en temps, quand il fallait un volontaire, j'étais toujours là, mais c'était surtout pour éplucher les légumes et également pour faire la vaisselle. D'où la purée de pommes de terre mythique. Ah ouais, mais là, j'ai pas beaucoup de mérite, vous voyez. Et en 66, vous avez décidé d'être compagnon du Tour de France, c'est-à-dire vous avez pris finalement cette tradition formidable de sillonner le pays, donc à la fois d'être attentif à toutes les ressources du terroir et puis d'apprendre. Oui, en fin de compte, on ne choisit pas, on rencontre sur son passage et j'ai eu la chance de rencontrer des compagnons du Tour de France qui m'ont enseigné leur savoir, peut-être aussi avec une certaine moralité. Et vous savez que ce qui a fait la réputation de la cuisine française, c'est quand même cette cuisine régionale. Et il fallait découvrir. Je crois que le compagnonnage correspond justement à cette attente. Circuler, trouver le produit sur place où il est meilleur. Et vous savez, il y a une cuisine de terre, il y a une cuisine de ciel, il y a une cuisine de mer. Vous mangez une choucroute en Alsace, ça n'a pas le même goût si vous la mangez à Paris. Vous mangez une bouillabaisse à Marseille, ou je sais pas moi, des huîtres en bord de mer ou des agneaux dans les Alpilles. Donc il fallait connaître ce produit. Bon, peut-être que maintenant, il y a plus de moyens de locomotion, il n'y a plus de facilité, on arrive à découvrir ces produits. Mais je crois que pour moi, c'était très déterminant. Et puis, je crois que les compagnons sont des gens qui font passer un message, qui font en plus, qui transmettent tout leur savoir, tous leurs secrets. Et pour moi, je crois que c'était vraiment très important. Et je crois que si j'ai réussi, enfin, tout au moins un début de réussite dans cette carrière, je dois beaucoup au compagnonnage. Il y a quelque chose de très surprenant, c'est que vous avez décidé qu'à 50 ans, vous arrêteriez. Il y a un philosophe des sciences appelé Bachelard qui disait les hommes de science sont utiles à la science dans la première partie de leur vie et ils deviennent nuisibles à la science dans la deuxième partie de leur vie. C'est un peu ça que vous diriez de la cuisine? Je m'inquiète parce que M. Rigaud me glissait tout à l'heure dans l'oreille qu'à 60 ans, on avait une sagesse qui était supérieure qu'à 50 ans. À 40 ans, c'était pareil. Donc je pense que peut-être que je ferais mieux à 60 ans. Mais c'est vrai que le métier de cuisinier, c'est quelque chose qui est très dur physiquement. Vous savez, on se lève très tôt le matin, on finit tard, de 3 heures. Vous voyez, je ne vois pas votre émission. Et c'est vrai que je connais des grands cuisiniers, vraiment des cuisiniers exceptionnels, d'une valeur vraiment d'une compétence et qui maintenant, arrivés à un certain âge, ne sont pas capables de produire leur cuisine telle qu'ils la pensent, telle qu'ils sont capables. Alors je pense que la sagesse, c'est de s'arrêter peut-être plus tôt. Quand vous avez
Quand vous dites par exemple que les produits vous obsèdent, hein, puisque c'est votre marque caractéristique, ça veut dire par exemple que vous enlevez il y a des produits qu'on ne trouve pas sur votre carte parce que vous ne trouvez pas la qualité nécessaire? Ben écoutez, je vais vous dire, chez moi, il n'y a pas de bœuf sur la carte. Parce que trouver du bœuf, c'est quelque chose de très difficile. En plus, on a une clientèle quelquefois étrangère. On sait que les Japonais ont le bœuf de Kobe, qui est un bœuf merveilleux. Aux États-Unis, en Argentine, il y a du bœuf exceptionnel. Et qu'en France, c'est vrai, il y a du bon bœuf, ça existe, il ne faut pas croire. Il y a des producteurs qui font des efforts. Mais vous trouvez de temps en temps un bon morceau. Et vous n'êtes pas en mesure d'assurer une qualité toujours suivie. Alors donc, j'ai décidé, je ne fais pas de bœuf. Si demain, je trouve un boucher qui est capable de me faire un bœuf de qualité, j'en aurai. Par contre, j'ai du veau, j'ai un petit boucher d'Aurillac qui suit ses veaux, qui va les voir, qui les élève, etc. Et je peux dire, je pense qu'à Paris, j'ai sûrement un des meilleurs veaux, mais je reçois, vous savez, un carré, un petit morceau de veau une fois par semaine. Toujours du même boucher d'Aurillac? Toujours du même boucher, mais vous savez, c'est un veau, c'est exceptionnel. Exceptionnel, quand on le coupe, vous voyez déjà la coupe, il est lisse, il a une couleur qui est merveilleuse, une graisse blanche, vous mettez ça dans la poêle, au lieu d'avoir le veau, vous savez, qui rétrécit, le joue qui coule, là ça gonfle, vous avez des odeurs, des saveurs, ça embaume, c'est merveilleux. Mais vous risquez pas de, je sais pas, de vous le faire piquer par des concurrents, ce boucher d'Aurillac? Déjà là, en parler, c'est risqué parce que... Vous savez, c'est un petit morceau, ils m'en fournit qu'un, alors je vois pas qu'il pourrait fournir encore d'autres. Et vous n'allez pas à Rungis, vous n'allez plus à Rungis? Non, non, maintenant on va directement. Vous savez, on passe notre temps, justement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans notre profession, c'est de trouver le meilleur produit, c'est d'aller le chercher. On va voir les marailleurs, on se déplace, on a un poisson de petit bateau, vous savez la différence entre ce poisson de chalutier, ça vient du même endroit, de la même mer, mais il y en a un qui est pêché à la ligne, donc qui est du jour et qui est asphyxié, il y en a un qui est pris au filet, qui est noyé. Quand vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, croyez-moi, il y a une différence. Alors c'est vrai, faire venir, je sais pas moi, 3 bars ou 4 bars, ça coûte très cher, mais on a une qualité qui est tout à fait exceptionnelle. Quand vous voyez ces produits, je vous assure que nous, ce qui nous fait vibrer cuisinier, avant tout, je crois que c'est le produit. Et c'est peut-être ce qui fait la différence, justement, parce que vous savez, tout le monde a la nostalgie un petit peu de cette cuisine ancienne, du passé, etc., qui était une cuisine masquée, où le produit comptait moins que maintenant. Et je peux dire que maintenant, il y a un retour, on retrouve des produits de qualité merveilleuse, exceptionnelle. Et c'est ce que j'ai essayé, vous voyez, c'est ce qui a été la facilité, parce qu'on en parle avec passion, et c'est ce que j'étais capable d'écrire peut-être dans ce livre. Alors quand vous étiez à l'hôtel Nico, vous aviez 90 cuisiniers sous votre autorité, 3000 repas par jour. Non, c'était pas Nico, c'était au Concorde Lafayette. C'était au Concorde Lafayette. Au Nico, vous en avez beaucoup moins. Il y en avait un petit peu moins, oui. Et chez Germain, il y a quoi? Il y a 45... Ah ben, je vais vous surprendre, vous savez, pour faire 45 couverts, nous sommes 40 en tout, donc il y a 20 en cuisine et 20 en salle. Mais il faut savoir que nous faisons tout. Le matin, le premier, c'est le pâtissier et le boulanger qui arrivent, on fait le pain jusqu'au chocolat, jusqu'au dernier détail qui est fait, tout est traité. Et croyez-moi, si j'ai 20 cuisiniers, c'est que vraiment tout le monde est employé, c'est pas pour me faire plaisir, parce qu'il y a des charges qui sont très importantes, mais il faut quand même être en mesure de répondre. Vous savez très bien que vous avez une clientèle, et c'est ce qui se produit quelquefois dans certains restaurants, vous y allez, puis c'est très bien, ça se passe bien, vous êtes content, puis vous retournez la fois d'après, c'est moins bien. Qu'est-ce qui se produit? C'est que quand vous avez 40 clients, par exemple, qui arrivent en même temps, il faut faire face. Des fois, il y a 4 plats, 5 plats par personne. Donc, regardez ces plats qui sont faits au moment multiplié. Il faut de la main-d'œuvre pour les faire. Donc, ceux qui n'ont pas assez de personnel, eh bien, quelquefois, que justement, il y a une baisse de la qualité. Donc, si on veut vraiment une qualité suivie, et en plus, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que c'est complet tout le temps, midi et soir. Voilà, bah, écoutez, les dimanches, quel beau dimanche. Les dimanches de Joël Robuchon, c'est aux éditions du Chêne. Je voudrais signaler aussi deux autres livres. Un livre qui s'appelle Dîner de rêve. C'est Nicolas Drabaudy qui a fait le tour des grands restaurants, et vous y êtes évidemment célébré, comme il se doit, c'est chez Solar. Et puis une petite collection, vous n'y êtes pas seul, puisqu'on trouve Jean-Michel Lorrain, on trouve Marc Menot de Vézelay, mais vous y êtes aussi. C'est aux éditions de La Lanterne, c'est une collection qui s'appelle Les Épicuriennes, et ce sont des fiches cuisine, mais très classieuses. Non, c'est magnifique, ce sont des cartes, je crois, qui peuvent servir au moment des fêtes de fin d'année pour envoyer ses vœux. D'abord, elles sont très bien faites, très bien imprimées, puis derrière, il y a la recette qui est expliquée, c'est vraiment un beau très produit. Belle photo et l'enveloppe pour envoyer. Original et nouveau. Voilà, donc ça c'est aux éditions de La Lanterne, mais je rappelle les dimanches de Joël Robuchon, édition du Chêne.